Bon, il est conseiller en placement, vice-président chez Valeur Mobilière Desjardins. Il est avec nous, François Tétu. Bonjour. Bonjour. On va parler de taux d'intérêt aujourd'hui. Bien, on fait un peu une suite à ce que Simon nous parlait avec les investissements qu'on doit faire, parce que là, on s'embarque derrière. Puis là, il faut savoir le meilleur taux possible. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que tout le monde laisse les taux plancher. C'est partout à travers le monde. Puis là, on ne voit pas l'heure que les taux vont monter non plus. Alors, les taux sont quand même historiquement bas. On fait quoi avec ça? En fait, c'est une étude de Credit Suisse First Boston qui mentionne, ça a sorti récemment, que depuis, là, on recense depuis 1694. Donc, quand même. Un bon historique, là. Un bon historique. Les taux britanniques sont à leur plus bas niveau. Si on regarde la courbe, cette courbe de taux d'intérêt, les États-Unis, la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis a constamment suivi la courbe des taux britanniques. Et naturellement, bon, là, vous me voyez venir avec le Canada, etc. Donc, tant au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, les taux ont touché leur bas. Même que, puis on l'a vu en Allemagne, les investisseurs étaient prêts à investir, puis en fait, pour avoir une sécurité. Ils payaient la prime en plus parce que les taux étaient négatifs. Il y avait des taux négatifs. Pour avoir une sécurité tellement que les gens craignaient, avaient des craintes. Donc, actuellement, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai retourné un an en arrière. Aussi, j'ai trouvé un graphique qui se termine, en fait, en janvier 2012. On remarque vraiment là, que le taux était similaire à ce que, là, on parle des 10 ans US, à ce qu'il était en 1941. Oui, effectivement. Moi, je fais exception de la période des années 80 où on a quand même grimpé à 15 Là, l'inflation est à 12, 13, 14, puis là, tout le monde a paniqué. Là. Alors, ça, c'est une mauvaise période. Ça, c'est l'exception. Je qualifierais ça d'exception à la règle. Parce que c'est arrivé qu'une fois dans l'histoire. Par contre, de voir des taux négatifs comme celui-là, c'est pas arrivé trop souvent. Au début des années 1900, même pendant la crise des années 30, 1929, c'est pas descendu aussi bas que ça. Non, effectivement. C'est la guerre qui a fait baisser les taux d'intérêt. Donc, ce contexte-là fait en sorte que lorsque les gens prennent des décisions sur leur placement, puis ils disent, bon, on a toujours, ou les gens ont en arrière-scène la crise de 2008, et il y a toujours des craintes chat échaudé. Crainte d'eau froide. Crainte d'eau froide. Alors, à ce moment-là, les gens craignent d'arriver dans le marché boursier. Vous l'avez vu avec Simon, là, un graphique tout à l'heure du S&P. On a repris les pertes le marché qui était au plus bas, 666 en mars 2009. Oui, sauf qu'on a eu une belle raide aussi sur le marché obligataire, sauf que là, le party est fini, je pense. Bien, c'est ça. J'ai rapidement, hier, j'ai sorti des taux juste comparables sur 10 ans. Par exemple, un 5 ans US Treasuries qui était à la fin du mois de janvier 2013 à 0,89 et en octobre 93 est à 4,58. On voit aussi qu'on a une courbe normale là, en 93 et puis on voit là, le différentiel avec le 10 ans, 30 ans, même l'investment grade et le high yield. Donc, on pourrait, je ne dis pas qu'on va retourner là, mais on va revenir vers une normalité au niveau des taux un jour ou l'autre. Ça peut être dans 2, 3 ans, je ne sais pas. Oui, parce que l'écart de taux entre le long et le court terme, c'est ça qu'on voulait faire, écartiller ça le plus possible, là, que les gens se mettent à réemprunter. Sauf que les écarts sont allés loin. Là. On parle d'écarts de taux de presque 3 c'est 300 points de base. Alors qu'en 93, on était à peine à 120. On regarde, c'est ça. On regarde 4,58, 5,79. Donc, vous avez un écart là, on a une courbe normale, mais quand même assez faible. Oui, effectivement. Une autre chose que j'ai sortie, parce que les gens sont friands de fonds obligataires, comme qu'on sait, tant aux États-Unis qu'au Canada. Alors, j'ai pris le symbole boursier CLF, qui est un panier d'obligations gouvernementales canadiennes, échelonnées, réparties à raison de 20 par année. Donc, on appelle traditionnellement une roulette. Les gens font la roulette.
puis ils renouvellent les taux au fur et à mesure qu'ils ont des échéances. Alors, j'ai arrondi, là, en fait, là. Alors, j'ai regardé sur les 12 derniers mois. Alors, on avait un coupon, la personne qui a acheté de 3 3/4. Dit, écoute, je fais un bon deal, une bonne transaction. Je veux de la sécurité à tout prix. J'ai investi dans mon REER, je parle de l'an dernier, en 2012. Je vais recevoir 3 3/4. C'est intéressant. Sauf que cette personne-là, au cours de la dernière année, dans son REER, par exemple, a sacrifié. Elle n'a pas eu un rendement de 3 3/4 parce qu'elle a eu une dépréciation de la part de 2,8 %. Donc, la personne elle n'a pas perdu de capital, mais elle a fait 1 % environ. OK. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, on sait quand même que les titres à dividendes, on ne dit pas d'investir dans le marché boursier à pieds joints, mais avec un titre à dividendes, fort possiblement, ou un indice à dividendes, la personne aurait réalisé de meilleurs rendements. Bon. Alors, quand on regarde les REIT, maintenant, le marché immobilier, mais là, vous avez pris un marché immobilier international. Oui. Ça aurait été pas mal plus payant là, de prendre celui-là, entre autres le titre RWX. Oui. Bien, c'est ça, c'est un titre de chez incomparable parce que, bon, dans nos composantes, comme vous savez, on a tapé souvent sur le clou depuis l'an passé sur les constructeurs immobiliers américains, les REIT US. Et puis, bon, naturellement, les REIT internationaux. Il faut comprendre que les prix d'immobilier aux États-Unis, l'Allemagne, le Japon, sont beaucoup plus abordables ou sont les plus cheap à travers tous les marchés immobiliers mondiaux. Fort heureusement, ça commence à monter un petit peu, là. Effectivement, on a aussi une compagnie qui s'appelle Dundee International, une compagnie canadienne qui a pratiquement pas d'investissement immobilier au Canada. Je pense qu'ils ont une participation dans Scotia Tower, qui font une émission pour investir dans le marché immobilier allemand, actuellement. Vous allez chercher le titre là, sur la dernière année, d'ailleurs. Alors, il a joué au yo-yo pas mal dans le Il a joué au yo-yo, sauf que, bon, une personne qui se dirige... Là, on parle d'un titre spécifique. Oui. Reçoit 7 parce que mon RWX, on est à 5,6 %. Il y a un withholding tax dessus, parce que c'est US. Ouais. Donc, il faut penser à ça. Alors, du côté canadien, avoir une exposition au marché international dans l'immobilier, Dundee REIT, qui est une idée, 7 Moi, je crois que, bon, il n'y a pas beaucoup de downside au cours de la prochaine année. Est-ce qu'il va y avoir du upside, là? C'est impossible à prévoir, là. Non, effectivement. Malgré que tout le monde parle peut-être un abaissement au secteur immobilier canadien, mais comme ils investissent à l'extérieur, ça, c'est une autre histoire. Eux, en fait, leur stratégie, c'est qu'ils se sont sortis du marché canadien parce que, bon, on est dans un haut de fourchette, on en a parlé maintes et maintes fois, pour se diriger vraiment vers des placements étrangers. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Il y a d'autres entreprises canadiennes. On a juste à penser à Brookfield, par exemple, qui a augmenté considérablement leur portefeuille américain. Particulièrement dans la région de New York, dans le coin du World Trade Center. Effectivement, ça, effectivement. Donc, il y a des joueurs canadiens là, qui ont pris des participations importantes à l'étranger. Et on voit d'ailleurs qu'aux États-Unis, ça augmente. Ça augmente quand même. Bien, on avait recommandé au milieu de l'an passé le YR, qui est autour de 64 Quand on a fait un retour en décembre, il est à peu près au même prix. On touche un dividende, mais là, il y a comme spiké, mais d'ailleurs, comme tous les marchés aussi. Ouais. Alors, il y a peut-être une rotation d'actifs qui est arrivée, puis là, on a quand même un titre qui s'est apprécié de 4 là, rapidement. C'est quand même intéressant. Il est au-delà de toutes ses moyennes mobiles, en plus. Ouais. Là. Fait que, je ne sais pas s'il va reculer à un moment donné, là, parce qu'habituellement, c'est un... Sauf la moyenne... ben là, je ne sais pas c'est laquelle. Là. La moyenne mobile du haut, là, c'est quoi? Ça, c'est la... attendez un petit peu, la 27. La 27, la 200, c'est la verte. Bon, excellent. Et rapidement, le marché américain. Le marché américain, c'est parce que les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que je rentre dans le marché? Le marché a trop monté. Qu'est-ce que je vais faire? J'investis dans les actions, etc. Donc, j'ai pris un graphique là, rapidement. Là, sell in May and go away. Oui. Habituellement, on a une bonne période là, d'octobre à avril, fin avril, début mai. Et combiné au cycle présidentiel américain. Okay? Ça va loin un peu. Ouais. On va voir qu'on est quand même haussier partout. Là. On fait une pause, on revient dans un instant, puis on répond à vos questions. À tout de suite.